Chers amis, comment devient-on humoriste? C'est l'une des questions que j'ai eu la chance de poser à un humoriste que j'admire et qui actuellement connaît une ascension foudroyante. Il s'appelle Édouard de Loignon et voici ce qu'il m'a répondu. Cher Édouard, aurais-tu la gentillesse de te présenter? Bonjour, je m'appelle Édouard de Loignon, j'ai 29 ans, je suis comédien et surtout humoriste, stand-upper et voilà, et créateur de contenu sur internet. Je fais plein de choses, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Voilà. Tout ça sera en commentaire. Comment ça t'est venu tout ça? Alors de quoi? Le fait d'être pluridisciplinaire aujourd'hui, d'être sur internet, de faire des spectacles. Alors moi depuis toujours je crois, dès les créations internet, genre j'avais créé une chaîne YouTube en 2006 où je faisais des sketchs avec un pote à moi. 2006. Ouais, c'est avant Norman, tout ça. C'est pour ça que je suis dégoûté parce que j'ai arrêté. Je me suis dit putain, je pourrais être millionnaire aujourd'hui. Non, mais ouais, on faisait des sketchs parce que j'avais envie, depuis que je suis petit, j'ai envie d'exprimer des trucs, j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie de faire des courts-métrages, même pas drôles, pas forcément marrants, parce qu'aujourd'hui je fais plus des trucs un peu plus marrants. Mais depuis tout petit, je sais pas, j'avais envie de créer des choses. J'allais sur les applis. Moi, j'ai téléchargé TikTok quand ça s'appelait Musical.ly à l'époque. Ah bon? Et ouais, j'ai fait des trucs, j'avais fait 4-5 vidéos, mais le site n'était pas connu, il était connu qu'aux États-Unis. Et après, j'ai arrêté totalement. Encore une fois, bien joué, Edouard. Toujours dans la. Comment sur chaîne YouTube, il arrête. Enfin bref, c'est totalement mon histoire. Voilà, j'ai essayé plein de trucs, mais j'avais en fait besoin de créer toujours des trucs. Ok. Tu vois, quand j'étais en STAPS aussi, moi, après mon bac, j'ai fait STAPS. Et le cours que j'ai le plus kiffé, on avait un cours de danse. Alors pourtant, j'étais nul en danse, mais on avait un truc de création. Il fallait qu'on crée notre truc, notre chorégraphie et tout. Ouais. Et c'est là où je me suis beaucoup plus amusé, quoi. Je me suis vraiment amusé à faire ça, à créer tout un monde, une musique, une chorégraphie et tout. Et voilà. Et donc, après le bac, pourquoi t'as fait STAPS du coup plutôt que faire un truc artistique? Parce que tu sais, ça fait un peu peur aux parents. Moi j'étais au fin fond de la Normandie. J'avais cette idée d'être comédien dans ma tête, mais bon, tu sais, à l'époque on vivait pas des réseaux sociaux et tout, ça n'existait pas, tu sais, tout ça. Les gens qui sont youtubeurs, streamers, ça n'existait pas. Donc Ouais. c'était pas des métiers qui existaient. Moi j'étais plutôt cadré en me disant bon je vais faire prof de sport, ça va être cool. Je faisais du basket, j'avais une vie un peu tranquille. Et puis après au bout d'un moment, j'avais trop envie de créer, quoi. Je m'embêtais. Combien de temps du coup que tu t'es dit Au bout quand même de 2-3 ans de fac. Ouais. Je me suis dit en fait, après j'ai commencé à travailler aussi au Club Med en tant qu'animateur. Ok. Et du coup tu es en création, tu crées des choses avec les ados. Moi j'étais avec les ados, tu crées des choses, tu crées des spectacles, tu crées plein de trucs. Et là je me suis dit, bon allez, on va arrêter de se cacher. Et puis je suis parti au cours Florent. D'accord. Donc là, c'était quelle année? Là on est en 2015. 2015. T'entres au cours Florent, tu te dis que tu vas y faire quoi? Je me dis que je vais apprendre des trucs parce que moi j'avais jamais lu une pièce de théâtre de ma vie, j'avais jamais fait de théâtre de ma vie et je rentre au cours Florent, je ne connais rien du tout. Je connais Molière mais je connais que son nom, quoi. Shakespeare pareil, j'avais jamais rien lu du tout. C'est juste que j'avais besoin de changer de vie et tout et ça a été J'arrive à Paris, tu sais, t'arrives à Paris, tu découvres des trucs, on te file, tiens, vous allez me lire ça, des Sarah Kane, des trucs, je dis, qu'est-ce que c'est que ce monde? Et du coup, j'ai découvert plein de trucs, des trucs que j'ai adorés, des trucs que j'ai pas compris, des trucs qui m'ont pas intéressé, qui intéressaient d'autres gens. Et du coup, c'est intéressant parce que moi, je voulais complètement changer de truc et en plus, tu crées des choses, quoi. Moi, toi qui as fait Florent, tu sais, moi, il y a une des échéances où je me suis plus marré, donc une échéance, c'est un contrôle, entre guillemets. C'est la séance en deuxième année, on devait faire une création, quoi, Ah oui, une petite carte blanche. en carte blanche. Fais ce que tu veux Moi, c'est pendant le truc qui m'a le plus apporté et c'était incroyable, quoi. T'as fait quoi du coup? Et cette carte blanche, c'est une carte blanche, j'avais pris une chanson de Jacques Brel, Vesoul, et j'avais trouvé un accordéoniste à Florent, Simon Quintana. Ah bah oui. Et puis en fait j'avais fait toute une création avec Audrey Bontour aussi, j'avais créé tout un truc et en fait cette création un an plus tard on la faisait au Casino de Paris à la soirée des Jacques. Je me souviens de ça. Voilà. C'est vrai, À la base c'était ma carte blanche. D'accord. On était 3 sur scène et on a fini avec 25 gars qui faisaient la même choré que moi et tout et et je l'ai fait au Casino de Paris, quoi. D'accord. Juste parce que c'était une créa et j'avais tellement envie de créer ça, c'était trop bien, c'était l'échéance où je me suis le plus donné, je pense. Ah, c'est génial. Ouais. Parce qu'enfin je pouvais, tu vois, j'avais jamais fait de théâtre, donc tu sais quand tu joues au début tu sais pas trop, tu dis les paroles de quelqu'un,
Et là, je me suis dit, waouh. Et ça m'a appris parce que du coup, je me suis approprié le texte de Jacques Brel et j'ai réussi à, moi, le vendre et à le jouer, quoi. Ouais. Et du coup, après, ça m'a aidé pour le théâtre après de me dire, ah ok, donc c'est comme ça aussi que ça marche. C'est-à-dire qu'on a un texte et c'est à nous, enfin à moi, Edouard, de le cracher comme moi je le dirais et tout. Ouais, c'est ça, tu le prends en charge selon ce que Ouais, tu voilà. sembles, Et ça, c'est ce que j'avais pas forcément compris avant. Avant, j'essayais de me mettre dans une psychologie de personnage, de trucs. L'auteur, il a voulu dire ça. Et puis en fait, après, ça évidemment, c'est important. Mais après, je me suis dit, ok, en fait, faut que toi, Edouard, donc commenter, lâche ce qu'il a dit, quoi. D'accord, ok. Et le stand-up, comment c'est venu? Et bah, en fait, en gros, tout ce que. Depuis que je suis petit, je faisais que des trucs marrants. Genre, tu sais, quand j'étais sur ma chaîne YouTube, je te dis, on faisait des sketchs. Ouais. On faisait des sketchs. Je faisais toujours. Quand il y avait les spectacles de l'école, je faisais des trucs marrants. Quand il y avait les trucs. Quand j'étais animateur, je faisais que des trucs drôles. Et en même temps, quand je suis à Florent, je me suis dit, bon, Edouard, être drôle, tu sais le faire. Ce qui est quand même une connerie. Donc vas-y, apprends à jouer d'autres trucs. Donc j'ai fait des trucs dans la boue, du Brecht, du machin. Ok. Et en fait, au bout d'un moment, tu sors de Florent et tu te dis, mais en fait, c'est pas tout mon truc ça. Ok, c'était pas ça. Et encore une fois, je me suis caché quoi. C'est-à-dire que je me suis caché, alors que les trucs marrants, c'était mon truc. Je me suis caché en me disant, bon, ça, je sais le faire. Et j'avais pas envie de montrer cette facette. Alors que, tu vois, par exemple, Suzanne Marot, prof en 2e année, premier cours, elle me connaît pas. Et je joue une scène de Mouawad. Et franchement, j'avais bossé comme un ouf. Fallait créer une scène, fallait jouer une scène dès le premier jour. Ouais. Et je joue une scène, je finis. Et c'est super, hein. Franchement, j'étais très content de moi. Et elle me dit, ouais, c'est bien. Ouais. Et elle me dit, mais toi, c'est pas ton truc ça. Non, mais elle me dit, mais toi, t'es marrant. Elle me connaît pas, franchement, je veux me monter sur scène. Ouais. Elle me dit, toi, t'es marrant. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Je dis, bah, je sais pas. Elle me dit, mais non, mais ça se voit, c'est pas ton truc, t'es marrant, toi. Ok, bon bah, et du coup après elle m'a donné plein de trucs marrants à jouer et en fait je me suis dit putain c'est ouf parce qu'elle a réussi à déceler ce que j'ai envie un peu de cacher, parce que je sais pas pourquoi je voulais cacher ça et elle a réussi à déceler ça direct et du coup après je me suis vraiment je me suis amusé en impro, je fais beaucoup d'impro moi à Florent, ouais. Et c'est là où je me suis le plus lâché, où je me suis le plus amusé et c'est après où j'ai commencé à faire que des trucs marrants quoi, parce que j'avais envie de me marrer. D'accord. Et ainsi directement. Et après ouais, le stand-up en fait, tu sors de Florent, je savais pas trop comment ça marchait. T'as les castings, les trucs, bon c'est intéressant, tu sais pas trop. Moi j'avais pas envie de faire d'autres écoles et tout, donc voilà. Et puis j'ai un pote un jour qui m'appelle et qui me dit ouais je fais ma première scène de stand-up dans un tout petit théâtre, viens me voir. Je dis bah vas-y j'ai rien à faire, j'y vais. Et en fait je vois ça et c'était plein de mecs qui commençaient un peu et putain et je me suis dit mais moi je peux le faire ça. Ok. En fait c'était un truc que je me suis dit, mais en fait c'est des trucs que moi je fais depuis 10 ans tout seul chez moi ou devant des potes et je me dis bah en fait je peux le faire ça. Et puis j'ai appelé un pote à moi, Yacine Benkada, avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui est un pote à moi. Et lui qui avait fait du stand-up il y a 10 ans. Et je lui ai dit vas-y comment on écrit un sketch. Il m'a aidé, on a écrit le premier sketch. Et puis ma première scène a marché, c'était cool. Ça a fait rire les gens. Et après voilà, après j'ai pris des bides. Hein. Après j'en ai pris plus tard évidemment. Ça j'imagine. Ça il y en a et je vais encore en prendre. Mais du coup ma première scène s'est bien passée, je me suis dit bah voilà, c'est bon j'ai trouvé mon truc en fait. Et je vais arrêter de me cacher, je me lance à fond là-dedans. Et ça, c'était juin 2018. Je venais de sortir de Florent. Ok. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te plaît et qui fait que tu continues à le faire dans ce métier? Déjà, un truc tout bête, c'est que je vis de ça. C'est quand même très con, mais quand t'es comédien et que t'arrives à Paris, je vis de ça. C'est quand même ouf. Et puis ce qui m'anime, c'est qu'en fait, c'est génial, quoi. Tu fais rire des gens, c'est trop bien. Tu crées des trucs pour faire rigoler les gens. Et puis au début, des fois, tu te rends pas compte parce que t'es un peu la tête dans le guidon. Et puis des fois, tu sors de scène et les gens ils disent putain, merci, ça fait du bien. Tu sais, après le Covid, surtout, il y a eu ça un petit peu où tu sors de scène, tu fais ton spectacle. Et les gens ils sortent, ils disent putain, ça fait du bien. On n'avait pas rigolé, on n'avait pas vu de théâtre depuis un an. Et waouh, c'est cool. On est détendu, on oublie tout pendant 1 heure, 1h30. Franchement, super. Et là tu dis ah ok en fait ça sert un peu ce que je fais. C'est pas que de la rigolade quoi. C'est important ça pour toi de savoir que tu es utile en quelque sorte. De toute façon on fait ce truc là pour les gens. Moi je fais ce métier là pour faire kiffer. En fait faire kiffer les gens depuis que je suis petit. J'aime bien faire kiffer mes potes. Quand j'organise des soirées, c'est pour faire kiffer mes potes. Des fois, c'est très con, mais je peux rester à mettre la musique pendant toute la soirée et pas danser. Alors que j'adore danser, les potes ils me disent bah danse. Je dis ouais mais non, kiffer. Moi je suis heureux de les voir kiffer. Quand j'étais au Club Med, je faisais kiffer les ados et les gens et c'était mon plus gros bonheur quoi.
Tu vois, et là, sortir de scène et voir des gens qui sont en mode putain, on a oublié nos galères de la journée, nos galères au taf et tout, c'était cool. Et là, tu fais ok, bah, c'est cool ce que j'ai fait parce que ça a servi aux gens. Puis bah, on fait ce truc là pour les gens. Moi, je fais ce truc là pour les gens, quoi. Vraiment, voilà. J'ai faim. J'en profite, ouais, si jamais. En fait, j'ai composé le panier pique-nique le plus absurde de l'histoire Il y a de tout, hein. du pique-nique. Il y a de la terrine de campagne et des brownies. Je vais goûter le Danette Milkshake, moi. Je sens que ça va être bon. Mais je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris de cuillère, voilà, pour. Mais si tu trouves un moyen. Et bah, ça sera au fond du couteau. Voilà. Là, tu as commencé ainsi en juin 2018. Est-ce que depuis que tu as commencé, à la fois peut-être le métier a changé, ou bien ta vision, la vision que tu as sur ton activité aussi a changé? Bah, le métier il a changé au stand-up parce que maintenant il y a des humoristes à tous les coins de rue. Et ça, tu sens que même en 4 ans, il y a une différence? C'est un autre monde. Ah oui. Ah ouais, moi je suis arrivé, c'était déjà au niveau des comedy clubs, c'est-à-dire qu'il y avait quelques comedy clubs dans Paris, il y avait le Paname, il y avait le Jamel Comedy Club et il y avait quelques petits bars où on jouait beaucoup. Et maintenant, ça s'est professionnalisé, quoi. Ouais. Maintenant, moi je joue au Fridge beaucoup, je suis au Jamel Comedy Club tous les week-ends, je suis au Paname. Enfin, tu sais, en fait, maintenant il y a tellement de comedy clubs, il y a le Barbès, il y a le Joke. Ouais. Et en fait, maintenant c'est devenu un truc. C'est devenu professionnel en fait. Avant c'était un peu underground. Alors moi j'ai même pas connu il y a 10 ans quand c'était vraiment underground avec que dans les bars et tout. Oui, c'est ça, il y a 2-3 têtes d'affiche et puis ensuite le reste. Ouais. Qui est... Maintenant c'est vraiment. Et puis tu le vois à la télé, maintenant il y a de plus en plus de stand-up à la télé. Il y a vraiment plein de stand-up. Donc c'est sur YouTube évidemment plein de stand-up. Ouais. Sur TikTok, c'est devenu vraiment. Et puis surtout le nombre d'humoristes, quoi. C'est-à-dire que. Moi, quand je suis arrivé, on était une petite bande et encore, on était déjà beaucoup. Ouais. Et là, moi, toutes les semaines, je vois un nouveau gars qui arrive et je dis, mais il me dit, ouais, mais. Et puis le mec est trop fort. Ok. Ouais, Alors, le mec vient d'arriver, il est trop fort. Tu fais, wow. Mais du coup, tu dirais que c'est plus dur ou bien plus facile maintenant? Non, déjà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. Si t'es marrant, tu travailles dans ce métier. C'est pas le. Si t'es marrant, tu travailles. Après, on va être beaucoup. Ouais, non, je pense que c'est plus facile parce que c'est plus facile pour jouer. Moi, quand j'ai commencé, je jouais des fois 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Maintenant, par semaine, je joue sur les comedy clubs, les plateaux, je joue 20 fois, quoi. Tu vois, ce soir, je joue 3 fois. C'est ouf, ça. Je joue à 20h30, 21h45 et 23h au Fridge. Dans le même... Ouais, alors et là, c'est le même, parce que des fois, certains week-ends, quand tout est ouvert, je suis au Paname, après je cours au Jamel, après je vais faire mon spectacle, et après mon spectacle, je rejoue sur un plateau. D'accord. Donc des fois je joue, les samedis soirs, je joue 4-5 fois. Des fois je vais au café Oscar où j'ai été résident pendant toute l'année. Là. Tu cours partout, quoi. Wow. Donc le nombre de personnes que tu draines en faisant un sketch ou 2, c'est immense. Mais c'est encore mieux pour travailler, tu vois, c'est encore plus simple parce que tu écris la journée et puis tu testes le soir, tu testes sur 5 publics différents. Tu sais si ta blague elle est drôle, si ton sketch il est bien, quoi, parce que tu l'as testé 5 fois. Tu essaies de renouveler tes textes fréquemment? Tout le temps. Tout le temps? En fait, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on ne sait pas trop quand on n'est pas dans le métier, à quel point tu rejoues le même spectacle, tu changes des trucs et tout. En gros, mon spectacle, je le change beaucoup parce que j'ai envie c'est long, un spectacle d'1 heure à mettre en place et c'est long à ce qu'il soit bien, que je sois content de le jouer, quoi. Ouais. Tu prends mon spectacle quand je l'ai lancé en 2020 et maintenant, il y a énormément de choses qui ont changé. C'est clair et net. Donc j'essaye de changer plein de trucs et dans mon sketch de en gros 10 minutes que j'ai sur chaque plateau d'humour, ouais. Alors pour moi je le fais pas assez, mais j'essaye de changer des trucs parce qu'il faut avancer, quoi. Mais après c'est la facilité, je sais que mon sketch il marche, donc tu le joues, tu fais ton cachet, tu marches, t'es un peu à l'usine des fois, tu dis bon bah j'ai fait mon job. Ouais. Alors que le but de ce métier c'est quand même essayer d'écrire tous les jours différentes blagues, différents trucs pour que derrière t'aies plein de blagues et t'aies 1 heure de blagues trop fortes, quoi. Et en plus de ça, je sais que tu publies beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux qui font beaucoup rire, notamment sur TikTok. Est-ce que tu considères que les sketchs que tu mets sur TikTok par exemple font partie de ton travail ou c'est disons du contenu pour faire la pub pour ton travail de... Souvent sur TikTok, Instagram, je mets des sketchs en impro.
Parce que comme ça vend pas mon spectacle. C'est-à-dire que si tu viens voir mon spectacle, tu dis pas « Ah bah je l'ai vu sur TikTok, ça c'est chiant ». Ouais, je comprends. Donc comme ça vend. C'est comme si y a un mec qui sort un film, il met tout son film sur TikTok et après tu arrives au cinéma, tu dis bah j'ai déjà tout vu. Mais du coup ce truc de mettre des impros sur les réseaux, ça fait de la pub et puis ça vend pas mon spectacle. Et oui, ça fait partie du travail parce que ça c'est un truc que je savais pas faire quand je suis arrivé. Ça me tétanisait, tu sais, ouais, comme je t'ai dit, je viens du théâtre et ça me tétanisait de parler aux gens. Au début, pour moi, je jouais stand-up au début, 4e mur, ne me regardez pas. Puis en fait, au bout d'un moment, vu que j'ai joué dans des endroits, dans des caves de café, dans des restaurants pleine lumière, où en fait tu joues et tu le vois le mec qui parle à sa meuf pendant que tu joues, tu le vois le mec qui sort son téléphone. Donc tu es obligé d'intervenir. Parce qu'en fait, et au bout d'un moment, à force de jouer comme ça tous les soirs, tu travailles ce côté impro. Et maintenant, moi, c'est devenu un truc dans mon spectacle que j'adore faire et que les gens aiment bien. C'est d'improviser avec eux, de leur poser des questions sur leur vie et puis trouver des blagues directes sur l'instant, quoi. Oui, ouais. Comme Kéron, comme beaucoup d'humoristes font. Et ça, c'est des trucs que moi, en fait, j'ai appris à faire. Pas tout le monde sait le faire. Il y en a d'autres qui se font encore mieux. Il y a des gens qui font que ça. Moi, j'ai envie d'avoir et je l'ai pas encore, je trouve, un bon ratio entre mes impros et mon texte au niveau du niveau de rire. J'aimerais avoir le même niveau de rire parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même plus de rire sur mes impros, quand je pars un peu en live, que sur mes blagues. Il faut que j'arrive à travailler encore plus mes blagues. Enfin, j'ai des gros rires sur mes blagues, mais il faut que j'arrive sur 1 heure à avoir un niveau de rire égal entre mes impros et mes blagues, quoi. Ouais, je comprends. Oui, c'est un peu ça aussi qui fait le petit croustillant du spectacle vivant. Ouais, bah c'est ce que... Moi, qui a un intérêt, quoi, par rapport à ce que tu pourrais voir sur ton écran. Ouais, et puis j'aime bien aussi quand même que les gens ils sortent de mon spectacle et il se passe tu vois, chaque spectacle est différent. C'est ça qui est bien avec moi, c'est que tu viens voir mon spectacle, tu en parles avec quelqu'un qui est venu la semaine d'avant, tu vas lui dire t'as vu, il dit ça toi? Ah non, mais il a pas dit ça. Ah ouais, ah putain, ouais, et toi il a fait ça? Non? Ah ok. Et ça c'est ouf parce que du coup les gens, moi j'ai plein de gens qui reviennent voir mon spectacle. À Rouen, j'ai des gens chez moi là, qui sont venus voir mon spectacle 2-3 fois. Ils m'ont dit beaucoup, on connaît les blagues, c'est super, mais on sait qu'avec toi, il va toujours se passer un truc. Okay. Il va y avoir un truc en impro, il va y avoir un truc où tu vas demander et ça peut... et dans le spectacle, tu as 15-30 minutes où waouh, il se passe un nouveau truc, que t'es pas là il y a 6 mois. Génial. Et donc en fait, moi ça me fait plaisir, parce que les gens du coup ils reviennent, ils sont contents de revenir et tout, donc c'est cool. Dans le métier, est-ce qu'il y a une chose, est-ce que tu as une ambition, voire un rêve que tu aimerais accomplir? Voilà, c'est le cinéma. Enfin, le ciné, en fait, c'est franchement, à la base, moi je suis venu à Paris pour faire ça, tu vois. Après, mine de rien, vu qu'à Florent, comme je t'ai dit, je jouais des trucs qui n'étaient pas forcément de mon univers, j'avais pas trop ce plaisir de la scène. J'étais un peu... Genre, dès que je faisais des courts-métrages et tout, j'avais ce plaisir de la caméra. Et en fait, maintenant, en bouffant de la scène, je peux pas m'en passer, quoi. Tu vois, là, j'ai fait Avignon pendant 1 mois. Ouais. Je suis parti faire une tournée en Espagne pendant 4 jours. Et là, je pourrais me dire, bon, allez, pars en vacances. Et là, je passe ma semaine à jouer, quoi. Parce que ça me manque et que j'ai pas envie... C'est un entraînement, quoi. J'ai pas envie d'être... J'ai pas envie de... Tu vois, on l'a vu pendant le confinement, quand on s'est tous arrêtés. Ouais. Quand on est revenu, c'était bizarre, quoi. C'était étrange. C'est comme si on n'avait pas fait de vélo pendant 10 ans et qu'on dit, allez, ou du roller, je sais pas quoi. Tu vois, il y avait un truc qui était un peu... Et là, c'est pareil, moi, la scène, ça me manque à chaque fois. Et donc cette carrière, j'aimerais bien avoir une carrière où voilà, je tourne la journée des films et le soir, je joue mon spectacle. Et puis tu tournes, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, ouais. La scène va me manquer, c'est sûr. Dans tous les cas, si j'ai le ciné pendant 1 an, que je ne monte pas sur scène, je serais pas bien, quoi. Ouais. Pas dire que je joue, quoi. D'accord. C'est un muscle. Je suis obligé de l'entraîner tout le temps. Oui, c'est vrai. Non, vraiment, moi je trouve que c'est un muscle, quoi. Tu perds le rythme quand tu joues plus. Donc c'est pareil en théâtre, je pense. Je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc. L'écoute, elle se perd. Être en musique, quand tu joues pas ton instrument, c'est pas en quelque chose. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc, moi j'ai besoin de ça, quoi. Mais oui, le ciné quand même. J'aime bien le ciné. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de comment tu organises ta journée, t'écris dans la journée et tout. Est-ce que tu saurais mettre des mots sur ton processus de création? C'est concrètement, quand tu prépares un spectacle ou une petite scène, par quelles étapes passes-tu? Alors il y a plein de gens, je sais pas comment ils font, et j'essaye. Hein.
C'est qui vont en terrasse tous les matins, 9h et pendant 4 heures. Et ça j'ai essayé, ça m'arrive, il y a certains jours où j'y arrive. Mais 70-80% du temps, je sais pas, en fait je suis en réflexion constante. J'ai toujours plein d'idées, plein de trucs. J'ai plein de brouillons, plein de notes, un début de blague, un début de vidéo. Ah oui. Ça serait bien de parler de ça. Dans 3 mois, des débuts de sketch que j'écris des fois. Voilà, j'ai des petits thèmes comme ça, plein de trucs. Et c'est des trucs qui restent dans mon téléphone pendant des fois 4 mois, 6 mois. Et un jour, voilà, je sais. Tu les relis, tes notes Ouais, mais enfin, je les oublie pas ou je... Tu vois, ça m'a fait rire parce que tu me dis ça, parce que hier, j'ai commencé à écrire sur un truc et je me suis rendu compte que c'était un début de truc que j'avais écrit il y a 3 ans. Ah ouais. Et j'avais toujours ça dans la tête de ce que je voulais parler. Et puis après, j'ai ressorti, je dis putain, mais c'est les mêmes idées. Et là, j'ai réussi à les pousser encore plus loin. D'accord. Parce que j'avais pensé à ça. Et puis, mais après, je pense que moi, j'ai des grosses difficultés d'attention. C'est-à-dire que j'ai du mal à rester focus sur un. Ouais. Moi, je te dis, toute ma scolarité, c'était pour moi. Je pense que j'ai réussi à bosser dans ma scolarité, rester concentré 30 minutes, quoi. Mais vraiment, le bac, c'était horrible. Réviser le bac, 30 minutes, au bout de 30 minutes, je faisais déjà autre chose. Hop, je me remettais dessus, puis après, fini. Et là, c'est pareil quand je travaille. J'y arrive pas, quoi. J'écris pendant 30 minutes, des fois, puis après, attends, faut que je passe l'aspi. Je sais pas pourquoi. Hop, attends, je fais 10 pompes, et après, je reprends, et parce que mon cerveau, j'y arrive pas, quoi. Et non, truc de. J'ai plein d'idées, j'essaye après de réfléchir à des trucs, je regarde plein de choses, des reportages sur plein de trucs. En fait, il faut toujours que j'ai l'esprit qui fait un truc, quoi. Oui, c'est ça. J'écoute de la musique, je fais toujours un truc. Tu te forces pas à aller vers les idées, mais tu les acceptes. Puis J'essaye d'observer, de regarder, et puis hop, des fois ça tilte, et des fois ça tilte pas. Et bizarrement, des fois, quand j'écris un truc, c'est assez rare, mais du coup, quand j'écris un truc, souvent, c'est déjà cool, c'est déjà bien. C'est-à-dire que des fois, j'écris 4 minutes comme ça, d'un jet, et quand je les teste, souvent, c'est pas mal. Ok. Voilà. Souvent, c'est correct. Après, il faut rebosser et tout, mais souvent, c'est correct. Donc, je me dis, ça, c'est cool. Mais par contre, c'est dommage que ça ne vient pas tous les jours, quoi. Ça, c'est des trucs qui viennent tous les mois, quoi. Une fois par mois, un style de Mozart, là où je suis, ouais. Et c'est marrant. Et bon, ça n'arrive pas tout le temps. Mais sinon, toujours plein d'idées. Je suis toujours en réflexion. Même quoi, c'est horrible de partir en vacances avec moi. C'est horrible parce qu'en fait, je ne m'arrête jamais. Je ne sais pas mettre mon cerveau. Je pense qu'à ça tout le temps. Je suis en création d'un truc. Alors, quel est le secret de ta créativité ? Mais je crois, comme je t'ai dit, je sais pas, j'ai toujours eu ça un petit peu en moi. Et puis après, il faut aussi se forcer des fois. Moi, j'ai envie de me forcer à faire du contenu. Alors, des fois, ça peut être un contenu TikTok. Je sais que c'est un contenu des fois qui peut pas être incroyable. Mais c'est des premiers jets d'idées où tu les lances. Et tu fais, j'ai trouvé ça marrant sur la seconde, vas-y, on le tourne, on le filme, on le met. Alors des fois, le cadeau de TikTok, c'est que ça fait un buzz extraordinaire. Ouais. Et des fois non. Mais au moins, TikTok, moi, je le prends quand même par exemple, pour un brouillon, quoi. C'est mes brouillons d'idées, quoi. J'ai envie, ça me fait une blague sur un bébé et une femme. Là, il y a un bébé et une femme. Je vais trouver un truc et puis puis je le mets sur TikTok, c'est pas grave. Okay. Voilà. Est-ce que tu dirais qu'il vaut mieux, de manière générale, quand tu crées du contenu, se lancer tant pis ou bien attendre la bonne idée ? Se lancer, tant pis. Mais en fait, regarde-moi, j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu pendant le confinement. Ouais. Ça n'a pas marché du tout. Pas du tout. C'était nul. Avec le recul, c'était nul. Mais en fait, du coup, j'ai appris à faire du montage. Parce qu'en fait, c'est des montages bancals, mais au moins j'ai appris. Personne n'allait m'apprendre. J'ai appris ce qui plaisait, ce qui plaisait pas. J'ai appris aussi un petit peu, à découvrir les applis, les machins. Et puis après il y a des gens, ils vont préférer faire un truc très fini, par exemple, ce que je peux comprendre. Moi j'ai besoin de faire, en fait. J'ai besoin de faire pour, on sait jamais. Et tu vois, j'ai fait le confinement, j'ai appris plein de trucs. Et puis à la rentrée du confinement, j'ai fait une parodie avec une pote à moi sur une idée comme ça. Et ça a fait, sur YouTube, elle est à 4 millions. Ah ouais. On a fait une parodie de Mais je t'aime, de Camille Lelouch. Mais si, je me souviens, oui, Voilà. si. Et elle a fait marrant, sur ça. YouTube, Ouais. Sur YouTube, elle a fait 3-4 millions. Sur Facebook, elle a dû faire 15 millions. Enfin, elle était reprise à France 1, elle est passée à France Inter, elle est passée sur Europe 1, elle est passée partout. Mais ça serait pas arrivé
si j'avais pas eu ce cursus de création pendant le confinement, Oui, je comprends. de faire des trucs qui marchent pas. De faire plein de trucs qui ne marchent pas, qui étaient nuls avec le recul, qui faisaient rire 10 personnes. Ouais. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai fait ça et la parodie a explosé et puis c'était super quoi. Franchement, c'était inattendu mais c'est super. C'est bon ça là. Ouais, qu'est-ce que c'est? Milkshake saveur vanille. Ah d'ailleurs, est-ce que tu connais ça? Non, ça m'intrigue beaucoup. Alors, cher Edouard, est-ce que tu penses que, en tant qu'humoriste, en tant que créateur, tu as un devoir envers la société? Sur quoi? Je sais pas, ça peut être un scrupule, tu vois, au niveau d'un engagement politique, d'un militantisme pour une certaine cause. Est-ce que, de manière générale, le créateur doit-il exercer une influence quoi, sur son public? Je pense pas. Je pense que. Enfin, chacun fait ce qu'il veut en fait. Hein. Mais je sais qu'il y a des gens. Je sais que là, moi, je suis suivi par pas mal de personnes. Je sais qu'évidemment, si je fais un post, il va être plus vu que certaines personnes. Mais moi, mon rôle premier pour l'instant, c'est de faire des blagues. Alors après, évidemment, quand j'aurai. En vrai, je sais même pas comment répondre à cette question. En fait, ça dépend des gens, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir envie de montrer des choses, mais est-ce que c'est. En fait, il faut connaître les sujets, puis Internet, ça va tellement vite. Internet, il y a des choses, des fois, qui sont. Tu sais, tu postes une photo, tu as l'impression que ça va changer le monde. Tu sais, les carrés noirs, les carrés jaunes, les carrés machins, pour les machins. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est juste un truc commercial, c'est juste des fois des marques qui sont derrière. Tu te fais un peu manipuler des fois. Et en fait, moi, je suis assez. Quand on me demande de partager des trucs, des fois, je fais vraiment gaffe parce que des fois, tu sais pas qui est derrière, tu sais pas quel compte il y a derrière, tu sais pas quel organisme il y a derrière, qu'est-ce qui organise quoi derrière. Puis après, ça peut te retomber dessus parce que tu as partagé ce truc. Tu vois, je sais plus, j'avais vu ça sur quoi, sur les carrés bleus, des Ouïghours, tout ça. Et ok, alors pour moi, ça sert pas à grand chose pour moi de partager ça. Ça va pas faire avancer la cause de mettre un carré bleu et je trouve ça un peu mytho, des gens qui partagent un carré bleu pour ça, un carré noir pour Black Lives Matter. Et puis en fait, tu vois, moi ça me faisait rire les gens qui partageaient carré bleu. Puis sur la photo d'en dessous, ils sont avec des Nike, des machins, des trucs. Tu dis soit. Donc en fait, c'est souvent des Cohérent, mec. Non, mais il y a une cohérence et surtout. Moi, j'ai pas envie de partager des trucs parce que tu vois, je peux avoir une conscience écologique aujourd'hui. Mais si je commence à partager des trucs écologiques, ce serait un peu mytho de ma part parce que j'ai pris l'avion, je reprends l'avion demain, je l'ai pris la semaine d'avant, j'ai été à Saint-Barth, j'ai pris l'avion tout le temps, je mange encore pas mal de viande. Enfin, il y a des trucs où j'ai pas envie de faire le militant pour faire le militant, quoi. Et puis il y a des gens qui font ça pour avoir un public, je le sais, je le vois. Il y a des gens qui disent j'ai envie d'être féministe parce qu'en ce moment, il y a un buzz à se faire, tu vois. Je le sens, je le vois. Il y a des gens, ils suivent la fame parce que ça fait partie du truc et puis il y a du business derrière. Il y a des gens, ils vont faire. Moi, je fais des placements de produits pour des produits éthiques. Puis en fait, évidemment, ils font ça. Moi aussi, je ferais des produits éthiques si tu me donnes 5 000 € pour tes chaussures, tes baskets, bien évidemment. Moi, pour l'instant, je me pose pas trop la question. Je suis pas le mec le plus parfait du monde, donc pour l'instant, j'ai pas envie de. J'ai pas de forte cause. J'ai pas envie de. Quand je parle de politique dans mon spectacle, j'ai 2-3 vannes, mais je prends pas parti parce que j'ai pas forcément de. J'ai pas envie de parler de ça et voilà. Pour l'instant, j'ai pas envie de parler de ça. Pour l'instant, dans mon spectacle, je parle de moi, je parle de la société, je parle un peu de tout mon parcours pour en être là et voilà. Et qu'est-ce que c'est un bon spectacle pour toi? C'est un spectacle où les gens rigolent. Ouais. Après, ça dépend du spectacle que tu fais. Moi, un spectacle d'humour, si les gens rigolent. Après, moi, je veux tendre aussi vers ça, c'est que les gens ils rigolent, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils sortent. Alors, ils ont rien appris, ils vont rien apprendre avec moi. Limite, tu sors, t'es plus con, quoi. Mais tu sors du spectacle et t'as appris sur moi et t'as passé un moment, peut-être pas que du rire, parce que des fois, moi, j'ai vu plusieurs spectacles d'humour, évidemment, où des fois, c'est rire, et que c'est cool, tu passes un bon moment. Et j'ai été voir d'autres spectacles où il y a moins de rire, des rires moins forts, mais il y a un truc qui se passe, il y a une alchimie, il y a des moments un peu plus doux, il y a des moments un peu plus poétiques. Et tu sors et tu te dis putain, j'ai préféré ce spectacle-là. Ouais.
parce que j'ai vécu une expérience avec un comédien qui m'a montré une facette de lui, qui m'a appris des choses sur lui, qui m'a appris des choses du coup peut-être sur moi, qui m'a appris des trucs sur sa vie et que ça fait référence à ma vie. Et tu fais ah putain, c'était plus cool. Donc moi j'ai aussi envie de tendre vers ça et je suis en train d'apprendre ça parce qu'au début moi j'ai été élevé comme si j'ai appris ce métier dans les comedy clubs, donc où tu dois être efficace. Ouais, bien sûr, efficace. ouais. Et là à faire le festival d'Avignon pendant un mois, j'ai appris à mettre des silences, à prendre mon temps, à voir que les gens, si des fois pendant 25 secondes ils rigolent pas, ce qui est très petit en fait. Mais moi 25 secondes ça me terrifie. En comedy club 25 secondes c'est très long. Ouais, bien sûr. Et ben en fait ils sont encore là, parce qu'ils sont là avec moi pendant 1 heure. Donc si pendant 25 secondes ils ont pas un rire, c'est pas grave, Ouais. t'as le temps. Moi je te dis mes premiers spectacles, j'allais boire de l'eau, hop, et du coup, alors là, maintenant hop, je vais sur mon tabouret, je bois, ça va, hein, on continue. Et puis après je me remets le rythme, mais c'est juste que un bon spectacle, je pense que déjà c'est moi, il faut que j'en sois content de ce que je raconte, content de ce que j'ai envie de défendre, et à la fin, que les gens évidemment passent un bon moment et surtout rigolent. Parce que ça reste le premier objectif de mon métier, c'est que des gens rigolent. Voilà, Ouais. fin. Il y a des humoristes que tu admires particulièrement? Bah, moi j'ai été élevé par Franck Dubosc. Hein. Moi, c'est l'ancienne génération, mais c'est des mecs comme ça où moi c'est des mecs qui m'ont donné envie de faire ce taf. C'est-à-dire que dès que je viens de la même région que lui, je viens de 10 minutes de chez lui. C'est où en Normandie? C'est à côté de Rouen. Ah, bon. Et en fait, de voir qu'un gars, tu sais, après, en fait, c'est là aussi, tu vas à son spectacle et tu découvres que ce mec-là, bah, il vient pas du métier, ses parents sont pas du métier, il s'est fait tout seul. Et du coup, moi, dans mes yeux d'un gamin de 15 ans, je me dis, bah, en fait, c'est possible. Ouais. Alors, j'ai mis du temps, après, tu vois, j'ai vu ça à 15 ans, j'ai mis peut-être 10 ans à comprendre que oui, c'était possible, quand on connaît ces personnes et qu'on arrive à Paris, qu'on sait rien. Ouais. Mais que juste en travaillant et en ayant un peu de chance, et voilà, bah, tu travailles, quoi, tu vis de ce métier. Et ça, et puis dans la nouvelle génération, il y a plein de styles différents. J'aime la rigueur et le style de Roman Frécinet, j'aime beaucoup parce que c'est très fort. Il a tellement de sketchs déjà qui sont hauts. Parce que là, tu vois, lui, par exemple, il a cette force, il le dit dans plein de podcasts et tout, de se poser tous les matins à 9h et d'écrire pendant 4 heures. Ah oui. Très fort, très fort. Là, en ce moment, j'ai aussi beaucoup de... Je suis épaté par... parce que moi, là, je commence à travailler avec Kev Adams. Ok. Et je suis épaté par son talent déjà, parce que tu vois qu'il a mon âge et que ça fait 15 ans qu'il fait ce métier. Et tu te rends compte qu'il a appris sur le terrain et que, bah, en fait, tu vois qu'il est trop fort. Et surtout par son travail, quoi. Il ne s'arrête jamais. C'est impressionnant. Ok, d'accord. Tu vois, là, nous, on écrit un peu son prochain spectacle, on l'aide à écrire. Tu fais des journées avec lui, c'est-à-dire que tu arrives à 13h chez lui, tu travailles jusqu'à 20h, après tu lui montres 20 nouvelles minutes qu'on a travaillé la journée, hop, il te la prend, il l'analyse, il le joue le soir dans son comedy club, hop, il le joue 2 fois, après le soir il va dans une salle de montage pour son film, hop, toute la nuit, tu arrives le lendemain à 10h chez lui, lui il vient d'aller se coucher. Wow. Tu reviens, hop, t'écris 20 nouvelles minutes, il reteste le soir, il retourne en salle de montage. Et ça, c'est pas 2 jours, c'est toute sa vie, quoi. Eh ben, Il est tout le ouais, temps sur ce rythme. on penserait pas. Bah ouais, mais c'est une ça, machine, tu vois. Moi, j'ai fait ses premières parties à Rouen, où il avait calé ce spectacle 2 semaines avant pour roder un de ses spectacles. Et bah, il revenait d'une tournée sur une île en Guadeloupe, un truc comme ça. Ok. Il est arrivé en décalage horaire comme ça. Dans la voiture, il dormait, on a eu 1 heure de route. Il est arrivé, il a fait un spectacle de 1h30. Hop, Ouais, et le ouais, soir, ouais. hop, on remet ça. Et puis le lendemain, on remet ça. Et là, tu te dis, Ouais, machine. bah, tu dis en fait, tu comprends pourquoi il est là et tu comprends son niveau, quoi. Tu comprends pourquoi il en est là. Et c'est là que moi, j'ai été épaté parce que moi, je me dis, putain, je travaille beaucoup. Et en fait, à côté de lui, je travaille pas. Ouais, bien sûr. Je suis à 10% de ce qu'il fait. Alors que même moi, mes parents me disent, oh, Edouard, tu travailles trop. Mais vous vous rendez pas compte comment lui, il travaille. Yeah. Alors, ouais, il a des mecs qui bossent avec lui. Ouais. Mais comment il en est arrivé à avoir des mecs qui bossent avec lui? Bah, parce qu'il a travaillé tout seul comme un ouf. Ouais, bien sûr. Et personne ne le force encore à travailler tout seul, il pourrait s'arrêter. Mais non. Et c'est pour ça que lui, dans 15 ans, il est encore là. Sûr et certain. Parce qu'il bosse. Bah parce qu'il, mais c'est même pas il bosse, il est acharné, quoi. Il est acharné.
Et non, mais ça c'est impressionnant. Et puis dans les autres humoristes, après il y a des humoristes que j'ai beaucoup apprécié le spectacle de Gaspard Proust, qui est sur Prime là. Je trouve que ça c'est très fort et ça j'aimerais tendre vers ça, mais bon putain, ça tacle, c'est un peu trash, ça tacle un peu tout le monde prend pour son grade, il ose dire des choses que tout le monde pense, que personne dit, enfin c'est incroyable. Et puis voilà, c'est impressionnant. Moi j'aimerais bien tendre vers ça un jour peut-être, parce que c'est des choses qui me font mourir de rire. Mais c'est vrai que c'est des choix, quoi. C'est des choix artistiques, Oui, mais très fort. c'est un style qu'il a Ouais, mais c'est dès le début. très très fort. Ouais. Franchement, impressionnant. Quel conseil tu donnerais à un jeune homme, une jeune femme qui veut devenir humoriste et qui là, il ou elle vient d'avoir son bac? À jouer, Jouer faut jouer, directement, se lancer. faut se lancer. Il y en a plein qui viennent me voir. Ouais, comment on fait, faut jouer. C'est horrible parce qu'évidemment, c'est un pas incroyable. C'est un pas horrible et c'est un truc de ouf d'aller devant des gens et d'oser dire je vais vous faire rire. C'est une folie, c'est une folie. Mais le seul conseil des gens qui veulent faire ça, c'est de jouer, quoi. Et puis surtout, vu que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de monde, faut se battre maintenant pour jouer. Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que moi, pendant 2 ans, avant de pouvoir être résident dans plein d'endroits, mais je vivais dans les comedy clubs, quoi. J'arrivais au Paname à 13h pour me montrer, je suis là. Et tous les jours, je revenais, j'arrivais à 16h, il y avait 4 personnes en public, je peux jouer? Non, c'est complet? Vas-y, je reviens demain. Tous les jours. Quand le fridge est ouvert, j'ai posé mes fesses là-bas, j'ai bu des 36 cafés là-bas, par jour. Et je dis, à des fois, il y a un mec qui est pas là. Et encore maintenant, j'y vais, tu vois, pourtant j'ai ma place. Ouais. Samedi, tu vois, samedi, exemple nul, mais pour montrer que voilà, c'est ce métier. Samedi, j'arrive de l'aéroport, je jouais en Espagne. J'arrive à 21h, j'étais chez moi, douche. 22h10, j'étais au fridge, au cas où. Et puis il y avait Kev, il y avait Gad Elmaleh, il y avait Fari, il y avait Sacha Baron Cohen, Ah ouais? Borat qui était là. Ah, putain, énorme. Ouais, qui n'a pas joué, mais qui était avec Kev Adams, tu vois, mais qui est monté sur scène en mode voilà. Oh, waouh. Et il y a un gars qui n'est pas venu. Ok. Bah j'ai joué. Putain, énorme. Mais parce que je suis là tout le temps. Les gens ils me disent ouais, pourquoi tu joues là-bas et encore une fois, il y a plein d'humoristes, vous allez voir, je suis peut-être pas le mec le plus marrant. Enfin, je suis peut-être moins marrant que certains, mais pourquoi ils jouent pas? Mais parce qu'ils sont pas là. C'est l'exemple de Kev, il y a beaucoup de gens qui critiquent Kev Adams. Ouais, lui il est plus marrant. Ouais, mais Kev Adams il bosse 36 fois le plus que lui. Donc c'est pour ça qu'il est là. Il va là. Ouais. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que et tu vois des gens, et tu sais, c'est ça, parce que je suis sur Twitter un peu, tu les vois les mecs, lui il est nul, pourquoi ils font pas jouer lui il est nul. Ouais, mais lui qui est plus fort, il sait pas bouger. Et c'est un des premiers trucs qu'on m'a appris au cours Florent. Ouais. C'est à mon stage d'accès, j'avais Garnier, Ok. Jean-Pierre Garnier, donc, qui est le prof à Florent de la classe libre, et qui avait dit, vous savez, ce métier, moi je connais des comédiens talentueux qui ne travaillent pas, parce qu'ils seraient chez eux, parce qu'ils sont chez eux, ils sont dans leur appart, ils écrivent des trucs mais ils jouent pas trop, ils osent pas trop. Pourtant, mais c'est les meilleurs comédiens que j'ai jamais vus. Et il y a des comédiens moins bons, mais qui vont à la bonne soirée, qui sont là gratter à la bonne porte, qui travaillent, qui vont proposer des projets. Et bah eux, ils travaillent. Et donc en fait, pour répondre à ta question, les créateurs, et pour si tu as envie de te lancer, faut faire des choses. Faut faire des choses. C'est-à-dire que concrètement, c'est quoi? Il rédige une petite scène et puis ensuite ils vont sur Google taper scène ouverte. Ouais, scène Ça, ouverte, et- stand-up, et peu importe la ville, hein. Et puis même, tu vois, si t'as vraiment faim, que tu habites dans le Loir-et-Cher, mais tu vas dans un bar, tu dis à un gars, tu dis au directeur du bar, il sera très content, est-ce que lundi je peux faire une scène de stand-up, il me faut un micro, comme ça moi le lundi je te remplis ton bar, donc le mec il est content. Oui. T'appelles tous tes potes, tu les mets dans le bar, ils prennent une conso, et toi tu fais ton truc. Même si en fait franchement, et aujourd'hui le stand-up est en train de, voilà, si tu à 1 heure de voiture, je pense partout en France, bon, ça dépend des endroits, t'as une scène, un truc comme ça. Aujourd'hui, moi j'ai joué à Angers, j'ai joué à Marseille, j'ai joué à Toulouse, j'ai joué à Bordeaux, j'ai joué à Lille évidemment, j'ai joué à Rouen, enfin il y a tellement de scènes aujourd'hui que si tu cherches bien et si tu y en as pas, bah faut créer quoi. Ok. Faut avoir des couilles de se dire bon,
Je vais faire un sketch. Alors oui, évidemment, il faut jouer 1 heure, c'est compliqué, mais tu trouves 3-4 humoristes avec toi dans ta région, c'est sûr, il y en a 3-4 qui sont chauds. Vous écrivez tous 5 minutes et puis c'est parti quoi. Et puis sinon, si tu es à Paris et que tu as envie de venir à Paris, il y a plein de comedy clubs. Le Fridge fait un open mic tous les samedis et dimanches. T'envoies un message au Fridge et on te donnera une date. Ou alors il faut venir sur place. Au Paname, tous les jours, il y a à 17h, 16h, tu as des scènes où il y a 5 personnes en public, mais les gens sont là. Au Barbès, il y a un open mic. Il y a des open mic partout. Et voilà, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça va vite, tu vois. Tu envoies un message à des mecs pour jouer, et puis c'est ta première scène, et c'est parti, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est horrible, hein. Pour se lancer, moi je comprends la pression que c'est un métier de fou en fait. Non mais faut être dingue. Et après moi j'ai mis du temps à me rendre compte que ce que je faisais avec les autres gars, il y a peu de gens qui en fait sont capables de faire ça. De prendre le micro et de faire son truc quoi. C'est vrai. Comme le théâtre en fait. Ça demande quelque chose de viscéral quoi. Mais moi j'ai mis du temps à me rendre compte parce qu'en fait moi c'était un truc qui était en moi depuis toujours. Ouais. De faire le con, tu vois, vraiment, non, dans un parc. Je pourrais là me mettre en slip et courir devant tout le monde. Je ne le ferai pas parce que j'ai un peu la flemme, mais tu vois, ça ne me dérangerait pas. Et ça c'était en moi depuis toujours et il y a plein de gens qui me disaient mais j'ai mis du temps à le capter, ça à 21, 22 ans que mes potes m'ont dit mais en fait Edouard tu fais des trucs que nous on fait pas. Ouais. Et personne fait ça. Personne en boîte va monter sur les enceintes et commencer à faire une danse du ventre en faisant n'importe quoi pour nous faire rire. Et moi au début je croyais que c'était un truc que tout le monde me dit ah, ça va, on rigole. Et en fait tu te rends compte qu'en fait c'est un truc que tu as en toi et que voilà. Et après il y a des gens qui ont... Attention, je dis pas que si vous avez pas ça, ça veut pas dire que vous pouvez pas faire ce métier. Non parce que tu vois Paul Mirabel que je connais, il va pas se mettre en slip. Lui il est très timide dans la vraie vie, mais du coup il dégage un autre truc. Il a un autre truc qui est ultra puissant, il a un pouvoir comique extraordinaire. Oui, bien sûr. Ouais. Via sa timidité. Et je vois plein d'humoristes aujourd'hui qui arrivent, qui sont pas forcément des mecs à aller courir en slip, qui sont plutôt des mecs qui vont faire du texte, qui sont machin, ou des mecs qui sont plutôt très sérieux, très carrés dans leur vie, qui étaient en banque avant, et puis en fait ils sont très marrants. On a tous un truc, c'est tout. Ouais. C'est sûr, on a tous un truc. On représente les anciens banquiers. Tu vois ? Il y en a plein, je sais pas pourquoi il y en a plein. Vous pétez tous un plomb, je pense. Donc là, on a compris que tu es vraiment un peu partout, tu joues de ouf et tout. Là, logiquement, on est le 17 septembre. Où est-ce qu'on peut te voir, mais qu'il faut te voir absolument ? 17 septembre, je reprends mon spectacle début octobre au Beau Saint-Martin. C'est à Paris, entre République et la Porte Saint-Martin. Ce sera les vendredis à 21h30. Et sinon en France, alors hier soir j'ai joué à Auray en Bretagne. Il y a Paris, sinon en France. J'ai joué à Auray en Bretagne hier, c'était super. Et sinon après je joue un peu partout. Je sais que je joue à Rouen en octobre, mais je crois que d'ici là ce sera complet. Je joue à Caen au mois de décembre, le 4 décembre exactement. Et après mes dates doivent bientôt sortir. Voilà. Parce qu'à Avignon on a vendu des petites dates quand même. Voilà, donc ça va bientôt venir, mais voilà, c'est un peu partout et surtout dans les comedy clubs tous les soirs à Paris, quoi. Tous les soirs au Jamel Comedy Club, sur Canal, j'ai un sketch qui est pas ouf d'ailleurs, vous pouvez aller le voir. Non mais disons-le, la capta est nulle, on a l'impression que je bide. Sur Canal, elle est nulle, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Moi j'ai plus rien à dire, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour le petit... Comment ça va toi, Richard ? Écoute, je te répondrai quand j'aurai coupé la caméra. Non, ça va. Est-ce qu'on ne serait pas cette petite terrine ? Allez, Je sais pas, attends, parce qu'après le truc d'Annette là, j'ai l'impression que j'ai mangé le dessert avant là. Vas-y, hein. Attends. Attends, je vais goûter ton truc jaune là. De la part d'un mec qui peut courir tout nu dans le parc. En tout cas, chers amis, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci infiniment, Edouard. Merci à toi. Pour ce partage. Je pense que ça va donner envie à pas mal de gens de tout simplement se lancer. Ce qui est aussi un peu le but de la chaîne, c'est de dire que dans le monde de la création, en fait, il ne faut pas se brimer. Il faut simplement se lancer comme... Voilà. Je viens de me lancer à goûter le mogu mogu.
Et alors? C'est pas mal. Genre, je regoute encore. Non, en vrai, c'est pas mal. En tout cas, merci à toi et peace.